Bon, eh bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de me trouver ici pour vous parler des aurores boréales. C'est bon comme ça? Bon. Donc, les aurores boréales, c'est un sujet qui intéresse ou qui concerne principalement, bien sûr, les gens qui habitent dans des régions assez au nord et relativement peu les gens qui habitent au sud. Mais comme vous allez le voir, ça intéresse aussi des gens où ça concerne ou ça peut concerner des gens qui habitent très fortement au sud, puisque, sans rien dévoiler, je peux vous dire que je crois que c'est en 1901, on a vu des aurores boréales à Singapour. Singapour qui est pratiquement sur l'équateur. Donc, on peut toujours espérer. Alors, qu'est-ce que je vous dirais sur les aurores boréales aujourd'hui? Eh bien, je vais commencer d'abord, les aurores, c'est quand même quelque chose de fascinant, donc on va commencer par regarder un certain nombre d'images. On va les regarder d'une manière un petit peu plus scientifique qu'on peut le faire en tant que simple spectateur, c'est-à-dire qu'on va en profiter pour regarder quelles sont quelques-unes de leurs caractéristiques essentielles qui permettent de comprendre justement quelle est leur origine, pourquoi elles existent. J'ai intitulé cette conférence « Où, quand, comment », donc j'espère que je vais essayer de répondre à ces trois questions, et puis que j'essaierai de vous indiquer comment on peut les prévoir, c'est-à-dire que pour des amateurs, il y en a peut-être parmi vous qui se disent tiens, s'il y a des aurores cette nuit, je vais quand même essayer de les photographier, donc je vais essayer de vous dire comment on peut s'y prendre si on veut réussir cette opération, qui n'est pas facile quand même à nos latitudes. Alors, quelques images d'aurore. Vous avez ici une image qui est relativement extraordinaire parce que c'est une aurore très colorée, ce qui est relativement rare. Comme vous allez le voir, la majorité des aurores sont plutôt de cette apparence, c'est-à-dire avec une dominante de couleur verte. Alors, je ne donnerai pas le détail à chaque fois du lieu où elles ont été photographiées. Ici, c'est à Tromsø, c'est dans le nord de la Norvège. Par contre, la première observation que l'on peut faire, c'est que d'abord cette couleur verte prépondérante, également cette forme extrêmement courante en ce qu'on appelle des draperies, c'est-à-dire un petit peu comme des tombées de rideaux. On y voit aussi ces draperies, elles ne tombent en général pas verticalement, mais elles tombent suivant une direction proche de la verticale, mais légèrement oblique. Donc on verra tout à l'heure que c'est tout simplement la direction du champ magnétique de la Terre. C'est lui qui commande, qui structure la forme des aurores. Donc ces formes de draperie, ce sont très largement les plus courantes. En voici d'autres. Alors, très souvent, les photographes aiment bien faire de belles photos, donc ils essayent de prendre des aurores près de points d'eau. Ça double l'image par le reflet, c'est toujours plus joli. En voilà une encore, vous voyez le beau reflet sur le lac, et toujours ces draperies obliques. Alors, vous remarquez sur celle-ci, toujours le vert dominant, mais vous voyez des couleurs rouge, mauve au-dessus. Ça, c'est quelque chose qui est aussi assez fréquent. On tâchera d'expliquer tout cela. Alors, en voilà une avec là vraiment beaucoup de rouge. Je ne sais plus d'où est-ce qu'elle vient. Je ne sais pas indiqué. Alors, en voici une qui est, vous allez dire, très peu spectaculaire. C'est tout à fait vrai. C'est une image à laquelle je tiens parce que c'est une image qui a été prise dans l'hémisphère sud, en Antarctique, dans une station antarctique britannique, du British Antarctic Survey. Et
vous voyez au pied de ces aurores des systèmes des antennes qui sont des antennes d'un système radar. Alors je tiens beaucoup à cette image parce que les données fournies les mesures fournies par ces radars ont occupé plus de 10 ans de ma vie, donc je tenais quand même à vous le montrer. Alors, voici une image complètement différente. Vous voyez, on ne voit plus des draperies, mais on voit des espèces de choses qui tombent du ciel en s'écartant un petit peu. Alors, il ne faut pas croire que c'est un phénomène différent, c'est exactement la même chose, à part que c'est l'angle de vue qui est différent. Dans les images précédentes, on avait plutôt affaire à des aurores que l'on voyait à une certaine distance. Ici, au contraire, ce sont des images zénithales, c'est-à-dire que l'aurore est juste au-dessus et elle tombe, elle arrose le photographe. En voici une autre où on voit diverses couleurs, le vert, vous voyez beaucoup de mauve. Toujours, alors ces aurores zénithales, à une époque où on ne connaissait pas bien le mécanisme des aurores, on avait fait des classifications compliquées, basées sur la morphologie, et on les appelait des aurores couronnes, parce qu'on y voyait quelque chose qui ressemblait à une couronne. Enfin, ça n'a aucune signification physique. En voici encore une autre. Ah, là voici quelque chose de très différent. Alors, comme indiqué, c'est une aurore qui a été vue cette fois en France, donc beaucoup plus bas en latitude que tout ce qu'on a vu avant. Et ce sont des aurores qui sont à ce moment-là à dominante rouge. Rouge tout simplement parce que les événements qui sont à la source de ces aurores observables à moyenne latitude, disons, ce sont des événements beaucoup plus violents que ceux qui correspondent à des aurores vertes. Donc, quand on observe des aurores, par exemple en France, pratiquement systématiquement, vous avez une dominante de couleur qui est le rouge. Alors celle-ci, c'est une aurore qui a été observée en 2003. Et voilà la même qui a été observée en Normandie, donc à l'autre extrémité de la France. La voici observée à Genève. Donc, vous voyez, systématiquement, c'est très différent de ce qu'on observe aux latitudes scandinaves, par exemple, ou nord-américaines. Alors, les aurores, bien sûr, on sait les photographier maintenant. À une époque, on ne les photographiait pas, on les dessinait, et on les dessinait en leur donnant même déjà un début d'interprétation. Voici un exemple de ce que l'on peut appeler une interprétation. Bon, ce sont des dessins qui datent du XVIe siècle. Je pense que les auteurs s'imaginaient pas vraiment que c'était des candélabres ou des bougies, mais enfin, ils se le représentaient comme ça. Voici une autre gravure qui est une peinture sur bois, pareil, XVIe siècle. Donc là, c'est sur la ville de Nuremberg. Encore une suivante. Vous voyez, on est à Zurich, là, et c'est une aurore rouge. Alors là, c'est vraiment flagrant. Hein, donc c'est une aurore de moyenne latitude. Alors, des représentations d'aurore, il en existe bien sûr des quantités. Avant l'époque photographique, on dessinait quelquefois avec un peu plus de réalisme que les images précédentes. Voilà une série de très jolies images. Et non seulement on les a dessinées, mais des grands peintres ont voulu les peindre. Et ceci, c'est un tableau qui se trouve aux États-Unis, à Washington. Les aurores inspirent aussi des artistes. Voici une vision que j'ai qualifiée de psychédélique de ce qu'est une aurore par une artiste contemporaine. Et les aurores ont même inspiré des chanteurs, parce que vous connaissez tous, je pense, la chanson de Robert Charlebois, « Je reviendrai à Montréal ». Je vais essayer de vous la faire entendre. Vous pouvez la chanter si vous voulez. Je reviendrai à Montréal, dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver
ces aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descendue droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver des roses bleues, des roses d'or. Bon, je vous épargne la suite, parce que la suite de la chanson ne parle plus des aurores boréales, donc c'est pour ça que... Alors je vous précise aussi que les couleurs qu'il évoque ne sont pas les bonnes, hein. La couleur de l'or, on ne la retrouve guère dans les aurores boréales, et je vous précise aussi, ça c'est peut-être le plus important, c'est que le Montréal en question, c'est le Montréal du Canada, c'est pas le Montréal d'à côté. Alors, vous avez ici une autre image des aurores boréales. C'est une image qui est prise depuis l'espace par un satellite qui orbite autour de la Terre. Alors, je ne sais plus trop quelle altitude, mais quelques dizaines de milliers de kilomètres au-dessus de la Terre, et qui passait au-dessus des pôles. Et en passant au-dessus des pôles, eh bien, il a photographié la Terre, et l'image que vous avez là, je vais utiliser le pointeur de la souris. Alors, vous avez sur cette image, vous le voyez le pointeur là? Non. Bon, vous voyez une zone. Vous savez, vous auriez un pointeur? Vous voyez une zone circulaire, et puis vous voyez une espèce de croissant. Alors, le croissant, c'est rien d'intéressant, c'est tout simplement la face. Les flèches. Alors, attendez. Bon, c'est pas grave, on va s'en passer. Donc, je disais que cette espèce de croissance, c'est tout simplement la partie éclairée de la Terre, hein, éclairée par le Soleil. La Terre, c'est tout un cercle. Et autour du pôle, vous avez une zone lumineuse, qui est ce que l'on appelle la zone aurorale, c'est-à-dire une espèce de zone circulaire autour du pôle, qui est la zone où se produisent les aurores. Les aurores ne se produisent en général pas au pôle, jamais au pôle, mais sur une zone circulaire à environ 10-15 degrés de latitude du pôle. Donc, alors vous allez peut-être un petit peu mieux comprendre sur l'image suivante. C'est la même image avec en superposition les continents. Donc vous voyez le Groenland, vous voyez l'Amérique du Nord sur le haut de l'image, et vous voyez la Scandinavie sur la partie éclairée de l'image. Donc vous voyez, la zone aurorale, c'est une zone à peu près circulaire, ou un peu plutôt ovale, qu'on appelle l'ovale auroral, et qui est autour du pôle. Le pôle géographique, s'il est marqué N, et vous avez M à côté, qui est le pôle magnétique de la Terre. Donc vous voyez que cet ovale auroral, il est en fait centré sur le pôle magnétique de la Terre. Donc c'est la région où se produisent des aurores, et ceci c'est une image instantanée de tout l'hémisphère nord pratiquement. Qu'est-ce que je voulais dire autre chose sur cette image? Bon, c'est pas grave, j'ai oublié. Alors bien sûr, cet ovale auroral, il est quand même très structuré. Ici, vous avez un détail. Vous voyez que c'est un ovale, mais il n'est pas régulier. Il
il est extrêmement structuré, avec des zones intenses, des zones moins intenses, des espèces de fibres qui sont entremêlées en tous sens. C'est assez tordu comme structure. Personne n'essaye d'ailleurs jamais d'expliquer le détail de la structure fine. Oui, ce que je voulais dire sur l'image précédente, c'est que ce sont des images qui ne sont pas prises. Vous avez vu que l'image était jaune, mais en fait, c'est une traduction pour notre œil. Ce sont des images qui sont prises dans l'ultraviolet, donc une partie non visible du spectre. Ok, parfait. Alors bien sûr, il existe aussi des aurores australes dans l'hémisphère sud. Ici, vous avez une image composite où vous avez l'ovale auroral de l'hémisphère sud au-dessus du continent antarctique, et vous voyez l'Australie sur la partie en haut à gauche de la figure. Alors ceci, maintenant, on va regarder un petit peu, commencer à regarder un petit peu l'évolution temporelle des aurores. Donc c'est une série d'images du type de celle que je vous ai montrée tout à l'heure, avec le croissant de terre éclairé et si je prends une des images, par exemple celle-ci, donc la partie éclairée de la Terre ici, dans un terrain, et puis l'ovale auroral qui est cette zone circulaire avec la partie nuit ici, le côté nuit de l'ovale, et le côté jour, bien sûr, du côté de la partie éclairée de la Terre. Alors ceci, c'est une séquence d'images qui dure, si je me souviens bien, 2 à 3 heures, et c'est l'évolution d'une période d'intensification des aurores. Donc vous voyez que entre le début et la fin, les aurores commencent à s'intensifier ici du côté nuit. Ça se déplace un petit peu du côté nuit, généralement ça se déplace en allant vers l'ouest. On le voit très bien c'est sur cette image-là surtout, qui est le maximum d'intensité. Et puis ensuite, l'intensité diminue à nouveau. Alors pourquoi vous laisser abuser? La taille de l'image change tout simplement parce que le satellite qui observait, lui, s'est déplacé, donc il ne voyait pas la zone aurorale de la Terre sous le même angle pendant cette période de 3 heures. Donc la différence de forme des images est liée au déplacement du satellite observant. Alors nous allons essayer d'abord on va commencer à faire un petit peu de science avec les aurores. On va essayer d'abord de déterminer leur altitude. Alors pour déterminer l'altitude d'une aurore, eh bien, la technique est extrêmement simple. C'est une technique qui s'appelle la méthode de la parallaxe, que vous connaissez certainement tous. Elle est illustrée sur la petite image. Il suffit que vous preniez votre doigt, vous tendez le bras et vous regardez l'image de votre doigt sur le fond de la salle. Et vous regardez alternativement avec l'œil droit et avec l'œil gauche, et vous voyez que par rapport au fond de la salle, l'image de votre doigt va se déplacer, tout simplement parce que l'angle de visée change. Eh bien, c'est exactement le même principe pour mesurer l'altitude d'une aurore. Le fond de la salle, l'écran de fond, c'est tout simplement le ciel étoilé. Et puis le doigt, c'est l'aurore. Et puis vous prenez 2 observateurs situés à une certaine distance l'un de l'autre et qui observent la même aurore. Et par un petit calcul de triangulation extrêmement simple, que je ne veux pas détailler ici, vous pouvez calculer l'altitude de l'aurore si vous connaissez l'écart entre les 2 observateurs. Alors c'est une technique tellement simple qu'on pense qu'elle devrait marcher à tous les coups. En réalité, toutes les mesures qui ont été faites, ou pratiquement toutes, dans les époques 16e, 17e,
XVIIIe et même XIXe siècle ont pratiquement toutes conduit à des résultats complètement faux, sauf une dont je pense que c'était le hasard, celle de Henry Cavendish en 1790, qui lui avait donné à peu près la bonne altitude, entre 52 et 71 miles, c'est-à-dire une centaine de kilomètres, entre 100 et 150 kilomètres d'altitude. Alors pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pour une raison extrêmement simple, c'est que l'aurore est extrêmement changeante, et à partir d'un moment où vous n'avez pas la photographie, vous ne pouvez pas garantir la simultanéité des observations, et donc vous faites à peu près n'importe quoi. Alors, les premières mesures véritables qui ont donné de très bons résultats, elles datent du début du XXe siècle. C'est Stormer en 1912 qui a fait toute une série de mesures photographiques. Et alors là, on s'est aperçu qu'effectivement, l'altitude des aurores les plus basses, les parties les plus basses se retrouvaient typiquement vers 100 km d'altitude, et que les parties hautes, on montait jusqu'à vers 250 km d'altitude à peu près. Alors, ceci, eh bien, c'est un exemple d'image. Alors, je pense que ça va être assez difficile à voir sur l'écran, mais ce sont deux images prises par ce qu'on appelle des caméras plein ciel, c'est-à-dire des appareils photographiques avec un très grand angle qui observent tout un demi-espace. Et on peut voir sur cette image quelques étoiles. Je pense que sur l'écran, on ne les voit pas. Mais en tout cas, c'est à partir de ce genre d'image que l'on peut faire des mesures précises. Là, bien sûr, à notre époque, on n'a plus aucun problème pour la simultanéité. Et donc, et puis, on sait comparer des images par des techniques informatiques extrêmement précises. Et donc, ce sont des mesures maintenant qui sont d'une banalité, d'une très grande banalité. Alors, jusqu'à maintenant, je vous ai montré des images. Et je vais maintenant vous montrer un film. Alors, le film que je vous montre là, c'est un certain nombre de séquences d'aurore qui sont prises en temps réel. Donc, ça va vous donner une image de la variabilité. J'aimerais pouvoir couper le son. Bon, c'est dommage, je ne sais pas trop comment couper le son. Tout à l'heure, on a réussi. Bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez cette variabilité en temps réel sur chacune de ces images. Les draperies se déplacent, elles évoluent lentement, ou elles se déplacent, ou elles s'atténue, s'intensifie, etc. Alors ce film, ce sont des images d'Islande. Alors pendant que ce film se déroule, je vais en profiter pour vous raconter un petit peu quelques légendes et croyances qui... La musique ne vous gêne pas? Non. Comment? Donc je vais en profiter pour vous raconter quelques légendes et croyances autour des aurores. Alors, il y a deux types... C'est mieux, c'est beaucoup mieux, oui. Il y a deux types d'attitudes par rapport aux aurores, suivant, je dirais, les observateurs. Il y a les habitants des régions nordiques qui, eux, sont habitués aux aurores, et donc pour qui c'est un phénomène banal, et ils y voient des interprétations extrêmement variées, quelquefois agréables, quelquefois un peu désagréables. Par exemple, en Finlande, on imaginait que c'était des danses de jeunes filles. Donc quelque chose de
très festif. Les Finlandais aussi, dans certaines légendes, ils voyaient tout simplement le passage d'un renard polaire qui possédait une très grande queue qui brossait la neige et ça faisait des étincelles. Et ces étincelles, c'était l'aurore. En Amérique, dans la baie d'Hudson, alors là, il y avait une croyance assez originale qui était la suivante. Ces aurores, c'était des trous dans le ciel qui permettaient aux personnes décédées, en particulier pour des personnes importantes, des guerriers, etc., d'atteindre le ciel. Alors, il y avait leurs prédécesseurs, ceux qui avaient déjà atteint le ciel, qui étaient donc de l'autre côté, et qui allumaient des torches à travers des trous, et c'était ces trous qui étaient illuminés pour indiquer aux âmes de ceux qui venaient de décéder par où il fallait passer pour rejoindre le ciel. Bon, il y a des quantités d'autres légendes, bien sûr, dans ces régions. J'en viens maintenant aux régions de moyenne ou de basse latitude. Alors là, c'est très différent parce que l'aurore est peu fréquente et donc elle a une signification extrêmement importante qui peut être dramatique, mais pas toujours non plus. En Chine, par exemple, il y a une légende qui raconte que la mère de l'empereur a vu une aurore et que suite à cela, elle est tombée enceinte. Je ne sais pas si c'est vrai. Hein. En Europe, il y a eu beaucoup de fausses interprétations, bien sûr. Il y en a une qui est amusante, qui est rapportée par Sénèque. C'était, je ne sais plus, à l'époque de l'empereur Tibère. Il y a eu une aurore qui est apparue dans le ciel. Le Tibère était à Rome et c'était dans la direction du port d'Ostie. Cette aurore était rouge et le ciel était illuminé en rouge, si bien que ça a été à Rome, ça a été la panique. Il y a un incendie du côté du port d'Ostie, on y envoyait des troupes pour essayer de régler le problème, etc. Et en réalité, il n'y avait rien du tout, sauf une aurore cette nuit-là. Alors, des histoires de ce genre, j'en ai peut-être d'autres. Bon, je crois que ce sont les plus importantes, oui. C'est très bien, mon film est arrêté. Alors je vais vous en passer un deuxième, beaucoup plus bref, alors dans lequel, alors là c'est un événement beaucoup plus violent qui a été observé dans le nord de l'Angleterre ou en Écosse ou quelque chose comme ça. Et c'est un film accéléré. Vous allez voir à ce moment-là l'évolution, bien sûr en accéléré, du ciel. Donc vous voyez, vous avez des draperies dont la forme globale change peu, mais la structuration à l'intérieur change. Alors là, on passe d'une prise de vue à une autre, donc c'est pas... Alors, vous voyez, c'est un événement intense, et dans cet événement intense, il y a beaucoup plus de couleurs que dans des événements moins intenses. Vous voyez aussi qu'il y a beaucoup de rouge à haute altitude. Alors voilà des aurores aux zéniths, donc en forme des aurores couronnes. Bon, on va s'arrêter là, hein. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Donc tout ça, j'en ai parlé. Avec quelques petites
Donc on va essayer un peu d'avancer au-delà des croyances très anciennes. Si on arrive au niveau du XVIIe siècle, des gens aussi importants que Descartes, Galilée ou Halley ont raconté énormément de bêtises sur les aurores. Ils y voyaient des choses complètement fausses et il n'y avait aucune base scientifique pour leurs écrits. En particulier, Halley, le Halley de la comète, hein, il voyait des choses assez originales, c'était assez original, il imaginait une terre creuse au niveau des pôles, et il imaginait que les aurores, c'était des lumières qui venaient de l'intérieur d'une terre creuse. Malheureusement, ce n'était pas vrai, ça venait de l'autre côté. Alors, le premier à émettre des idées que je ne dirais pas intelligentes, mais sensées sur les aurores, c'est un Français, c'est Jean-Jacques d'Orthous de Méran, qui, lui, a observé que l'activité aurorale était liée à l'activité solaire. Alors c'était l'époque où on venait juste de découvrir que sur le Soleil, il y avait des petites taches. Et que la quantité de ces taches, le nombre de ces taches variait suivant les périodes. Des moments il y en avait peu, des moments il y en avait beaucoup. Et il a relié l'activité aurorale, c'est-à-dire la fréquence des aurores, à la fréquence des taches. C'était vraiment la première fois que l'on voyait une origine solaire dans les aurores. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'observations qui ont apporté aussi des précisions. Celsius s'est intéressé, lui, à ce qu'on appelle l'activité magnétique, c'est-à-dire les fluctuations du champ magnétique telles qu'on peut les mesurer, bon, à l'époque avec une boussole, maintenant avec des magnétomètres plus précis. Et il s'est aperçu que l'activité aurorale était extrêmement liée à l'activité magnétique. Bon, Cavendish, on en a parlé. Et ce n'est seulement qu'en 1973 qu'on a observé les premières aurores australes. Et c'est le navigateur anglais James Cook, qui était perdu quelque part dans le Pacifique Sud, oui, quand je dis perdu, c'est vrai, hein, il était vraiment perdu, parce qu'il naviguait avec un deuxième bateau. Il y avait deux bateaux qui naviguaient de concert, et ils étaient à la recherche du continent antarctique, dont on supposait l'existence, mais qu'on n'avait pas découvert. Et d'ailleurs, ils ne l'ont pas découvert à cette occasion. Et puis, il y a eu du brouillard, les bateaux se sont perdus de vue, et étant perdus de vue, ils n'ont pas réussi à se retrouver. Et donc, James Cook a navigué un peu dans le brouillard, et puis le brouillard, bien sûr, s'est levé, et il a observé des aurores parce qu'il était descendu suffisamment au sud. Alors il faut dire qu'il avait très peu de chance d'en observer parce qu'il naviguait pendant l'été austral, et l'été austral, c'est une saison où il fait jour dans l'hémisphère sud, donc les aurores sont pas faciles à observer en été, elles sont plus faciles à observer en hiver, bien sûr, quand il fait nuit. Donc voilà pour James Cook. Donc ça, c'est le facsimilé de l'ouvrage de Jean-Jacques d'Orthous de Méran, qui était un énorme ouvrage de plusieurs centaines de pages, traitant de l'aurore, de l'histoire, des différentes hypothèses, etc. Je ne vais pas vous le détailler. Alors, si on avance un petit peu dans le temps, ceci est intéressant parce que vous voyez, sur cette image, vous voyez l'ovale auroral tel que... vous voyez l'ovale auroral tel qu'on a pu l'observer par satellite tout à l'heure, mais là cet ovale, ça date du 19e siècle, et cet ovale a été construit simplement à partir c'est une statistique des observations. Et ce qui est intéressant, c'est que cette statistique des observations, Loomis a fait une étude sur les zones
où on observait plus de 80 aurores par an. Et il a construit cette image de l'ovale auroral qui est extrêmement réaliste. Donc ça, c'est intéressant. Alors on va arriver maintenant au début du XXe siècle, et vraiment le grand pionnier de l'interprétation des aurores, c'est un Norvégien, Christian Birkeland, qui lui a suggéré que, les perturbations magnétiques associées aux aurores étaient dues à des courants électriques qui circulaient dans la haute atmosphère, c'est-à-dire des courants électriques qui circulaient parallèlement au champ magnétique. Le champ magnétique, on l'a vu, il est presque vertical, et c'était des courants qui descendaient dans l'atmosphère et qui créaient ces aurores. Alors ces courants, bien sûr, ils ne savaient pas encore bien ce que c'était, mais l'époque était intéressante parce que c'était l'époque où on découvrait la structure de l'atome. On venait de découvrir l'électron, hein, ça date de 1897. Alors, ayant découvert l'électron, on a imaginé la structure de l'atome. Les premières imaginations, alors là je vais faire un petit peu de physique, vous n'ayez pas peur, je ne vais pas aller trop loin. Les premières imaginations de l'atome, c'était tout simplement le modèle que les Anglais appelaient le plum pudding, et qu'on dirait en français le pain au raisin, c'est-à-dire que vous avez des électrons qui sont les grains de raisin, et puis l'ensemble de l'atome, c'est toute la pâte. Et on imaginait un atome formé d'électrons et puis de charges positives. Les électrons sont des charges négatives très légères. Donc c'était les grains de raisin noyés dans la pâte. En 1911, on a beaucoup évolué et on a imaginé que l'atome ressemblait à un système solaire avec les électrons qui étaient les planètes et puis le noyau qui était l'équivalent du Soleil. Donc on avait des électrons qui orbitaient autour d'un noyau, qui était déjà extrêmement réaliste, mais qui n'était pas encore suffisant pour tout comprendre. Alors le plus simple de ces atomes, bien sûr, c'était l'atome d'hydrogène, avec le noyau qui était une particule positive qu'on appelle le proton, si vous connaissez, et puis un électron, le petit électron bleu qui tourne autour. Ça, c'était pas mal, pas suffisant, disais-je. Alors, en 1913, là, on a Bohr a imaginé un modèle un petit peu plus élaboré. C'était toujours un système planétaire, mais les électrons, au lieu de circuler un peu comme les planètes sur des orbites quelconques, les électrons circulaient sur des orbites qui étaient des orbites discrètes, c'est-à-dire que toutes les orbites n'étaient pas possibles, et d'une orbite à l'autre, pour que l'électron puisse passer d'une orbite à une autre, il fallait qu'il gagne de l'énergie, ou qu'il en perde, pour passer d'une orbite à une autre. Et quand il changeait d'orbite, eh bien, le saut d'énergie était bien défini. Alors, bien sûr, quand l'électron, puisque l'énergie se conserve, ça tout le monde le sait, même si on n'est pas physicien, lorsque l'électron saute d'un niveau d'énergie à un autre, ou disons d'une orbite à une autre, eh bien, il va absorber un rayon de lumière, ou il va au contraire l'émettre. Alors c'est ce qui se passe dans l'aurore, c'est ce qu'on va voir. Alors auparavant, il faut aussi qu'on regarde où se passe l'aurore, c'est-à-dire dans l'atmosphère. Donc on va dire aussi quelques mots sur la structure de l'atmosphère. Alors l'atmosphère terrestre, elle est relativement simple, pour ce qui nous concerne au moins. Il y a deux zones dans l'atmosphère terrestre. Il y a la zone en dessous de 80 km, qu'on appelle la turbopause. Alors en dessous de 80-90 km, la composition est toujours la même. Attention, la densité n'est pas toujours la même. Vous savez que l'atmosphère se raréfie quand on monte, mais la composition relative, c'est-à-dire la proportion d'oxygène, d'azote, de gaz rares, etc., de gaz carbonique, c'est à peu près toujours la même. Parce qu'il y a un brassage, ce qu'on appelle un brassage turbulent, qui mélange tout ça. Et puis, au-dessus de la turbopause, au-dessus de 90 km, le brassage n'est pas suffisant. Alors à ce moment-là, eh bien, c'est très simple, à nouveau, ce qui est lourd tombe en bas, ce qui est léger flotte. C'est un petit peu comme dans la vinaigrette.
dans la vinaigrette, si vous secouez le vinaigrier, tout se mélange, l'huile et le vinaigre, c'est le brassage turbulent. Si vous laissez le vinaigrier reposer, eh bien, vous avez, je crois que c'est l'huile qui flotte sur le vinaigre. C'est ça? Oui. Eh bien, là, c'est pareil. Vous avez les composés lourds qui sont en bas. Alors, les composés lourds, ce sont les composés moléculaires, c'est-à-dire l'oxygène, 2 atomes d'oxygène, ou l'azote, 2 atomes d'azote, la molécule N2. Et puis, plus haut, vous avez l'oxygène, mais c'est l'oxygène atomique, qui est 2 fois plus léger, ou l'azote atomique, qui est 2 fois plus léger que l'azote moléculaire, parce qu'il n'y a qu'une molécule, il n'y a qu'un atome au lieu de 2 dans la molécule. Et puis, si vous montez encore plus haut, vous avez l'hélium qui va dominer, et si vous allez encore plus haut, vous avez l'hydrogène. Donc, c'est ce qu'on appelle la séparation gravitationnelle. Les atomes légers flottent sur les atomes lourds. Donc, c'est dans cette région-là que vont se produire nos aurores, hein, dans la zone de séparation gravitationnelle. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous avez un électron. Alors, on va regarder l'image du haut. Alors, vous avez un électron ici qui arrive et qui vient en collision avec un atome d'oxygène. Cet atome d'oxygène, eh bien, il va rebondir dessus, mais il va lui céder un petit peu d'énergie. Donc, cet atome d'oxygène va avoir un électron qui va changer d'orbite, il va passer sur un niveau d'énergie supérieur. C'est ce que j'ai représenté en rouge. Et cet atome d'oxygène, spontanément, au bout d'un certain temps, eh bien, il va relaxer cette énergie, c'est-à-dire l'électron qui était dans un état excité sur une orbite plus énergétique, va revenir vers son état fondamental en émettant un photon, c'est-à-dire un rayon de lumière caractéristique avec une longueur d'onde bien déterminée, c'est-à-dire une couleur bien déterminée, ici le rouge. Et puis, notre oxygène, donc, en émettant cette lumière, va revenir à son état initial, que j'ai représenté ici en gris. Donc, à chaque collision d'un électron sur un atome, eh bien, il y a production d'un photon de lumière qui est caractéristique de l'atome qui a été, avec lequel l'électron est entré en collision. Alors, à haute altitude, justement, au-dessus de 200 km, typiquement, c'est l'arrêt rouge de l'oxygène qui domine. Si vous descendez plus bas en altitude, entre 100 et 200 km, ça va être la raie verte. Cette fameuse raie verte dont on a vu que c'était de loin la plus importante. Et puis, si vous êtes en dessous de 100 km, alors à ce moment-là, vous avez les composés de l'azote qui entrent dans la danse et qui, eux, donnent principalement du bleu, du mauve, un peu de rouge aussi. Oula, qu'est-ce que j'ai là? Alors voilà les principales raies dans le spectre visible. En haut, vous avez les raies qui proviennent de l'azote, la molécule N2, hein, 2 atomes, ou la molécule N2 mais ionisée, ce qu'on appelle N2+. C'est une molécule qui a perdu un électron. Donc vous avez un certain nombre de raies dans le violet et dans le bleu, et vous en avez quelques-unes dans le rouge. En ce qui concerne l'oxygène, vous avez en plein milieu du spectre, vous avez la fameuse raie verte, hein, et puis vous avez aussi le rouge de l'oxygène que l'on observe à haute altitude, dont je parlais tout à l'heure, hein, qui est à des longueurs d'onde de l'ordre de 630, 640 nanomètres. Donc voilà les principales couleurs de l'aurore qu'on a observées au début. Donc maintenant on connaît l'altitude, on connaît l'origine de l'aurore. Il va falloir... Ah oui, j'oubliais. Donc voilà un exemple d'une image d'aurore sur laquelle on identifie bien les différentes raies dont je viens de parler tout à l'heure. Hein. L'oxygène au-dessus de 150-200 km, le vert au-dessus de 100 km, et puis le violet de l'azote ionisé qui lui est à relativement basse altitude.
Alors, bien sûr, sur les images, avec les effets de perspective, on ne se rend absolument pas compte de quelle est l'altitude réelle des émissions concernées. Donc, vous pouvez voir du vert en dessous du violet. Sur l'image, ça ne veut pas dire que, du point de vue de l'altitude, ça correspond à la réalité en altitude. Bien, alors maintenant, il reste une deuxième chose à expliquer, à interpréter, c'est que vient faire le Soleil là-dedans, comment il fonctionne. Alors le Soleil, eh bien, voici une image de la surface du Soleil, c'est ce qu'on appelle le Soleil calme. Donc c'est un disque assez uniforme, mais avec des petites taches, des taches sombres. Puisqu'elles sont sombres, ça veut dire que ce sont des zones plus froides. Alors plus froides, ça ne veut pas dire moins actives, au contraire. Hein, parce que si elles sont froides, c'est parce qu'il y a autre chose qui compense, et ce qui compense en fait, c'est qu'il y a dans ces zones-là un champ magnétique extrêmement intense. Alors voilà un exemple, voilà une image du Soleil, et voilà à droite l'agrandissement d'une tache solaire. Vous voyez que ça fait comme des filaments, ces filaments reflètent la structure du champ magnétique extrêmement intense au niveau des taches. Et ce sont ces taches qui vont être la source de toute l'activité solaire. Alors pour l'instant, restons avec le Soleil calme. Alors le Soleil calme, voici deux images qui sont prises à quelques années d'intervalle. L'une en 2001 et celle de droite en 2005. Vous voyez qu'en 2001, il y a beaucoup de taches. En 2005, il n'y en a pratiquement pas. Tout simplement parce que le nombre de taches et donc l'activité du Soleil suit un cycle qui est un cycle qui a une périodicité d'environ 11 années. Et on caractérise l'activité du Soleil justement par ce qu'on appelle un indice de tâches que je vais vous montrer ici. Voici, en anglais on l'appelle le Sunspot Number. Cet indice de tâches, eh bien, le voici entre la période 1900 à gauche et la période 2010 à droite. Vous voyez qu'avec une très grande régularité, il y a un cycle de 11 ans. Les cycles sont plus ou moins, chaque cycle est plus ou moins intense, bien sûr, mais un des plus grands cycles qu'on ait vu, c'est celui des années 1960. On était en 2010 en période de minimum d'activité solaire. On était en bas de cycle. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? Eh bien, voilà où on en est maintenant. Donc, c'est entre janvier 2000 et puis les dernières mesures ici datent d'avril 2016. C'est-à-dire il y a à peu près un mois. Alors bien sûr il y a des fluctuations, mais vous voyez que nous sommes dans une période descendante de cycle. On a eu un maximum vers les années entre 2012 et 2014 avec un maximum, un double pic, mais ça c'est pas très grave. Et on est en période de redescente et la ligne rouge ici représente la prévision de ce qui va se passer jusqu'en 2019. Donc, nous sommes dans une période où on évolue vers le calme. Alors, ça a beau être calme, bien sûr, la surface du Soleil est extrêmement structurée. Il y a, cette image représente ce que l'on appelle des boucles magnétiques autour de zones de tâches. Ce sont des lignes du champ magnétique qui contient des parties d'atmosphère solaire, et ces boucles-là, il peut leur arriver énormément de choses, en particulier elles peuvent se casser, elles peuvent s'ouvrir et éjecter ce que l'on appelle du plasma, c'est-à-dire du gaz solaire, c'est-à-dire un mélange de protons, disons de particules chargées, positives et négatives, de protons et des électrons. Alors, cette surface solaire, voici une autre image. Alors, bien sûr, ce sont des images à 2 dimensions. Les structures elles-mêmes sont à 3 dimensions, c'est nettement plus compliqué.
Tout ça pour dire qu'au-delà de la surface du Soleil, eh bien, il y a une atmosphère solaire. Cette atmosphère solaire, eh bien, on peut la voir à l'œil nu en période d'éclipse. Ceci, c'est une image de la fameuse éclipse d'août 99. Et vous voyez que, alors, le Soleil est caché par le disque lunaire, et à ce moment-là, eh bien, la couronne qui est beaucoup moins lumineuse que la surface du Soleil, et qu'on ne peut pas voir quand le Soleil n'est pas caché, eh bien, vous voyez cette couronne qui s'étend à une certaine distance. Alors là, on a l'impression qu'elle s'étend à, disons, à des distances qui sont de l'ordre du rayon solaire, mais en réalité, ça s'étend beaucoup plus loin, comme on va le voir tout à l'heure. Sur l'image suivante, voici une image qui a été prise lors d'une autre éclipse, et vous voyez la structure magnétique de l'atmosphère solaire et le plasma qui s'échappe du Soleil et qui remplit tout le milieu interplanétaire. Alors ce plasma qui s'échappe du Soleil, c'est ce que l'on appelle le vent solaire. Alors le vent solaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement le fait que l'atmosphère solaire n'est pas stable. L'atmosphère de la Terre, elle est stable. Elle est retenue par l'attraction, par le champ de pesanteur, par l'attraction gravitationnelle. Elle reste autour de la planète, sinon nous ne serions pas là. Pour le Soleil, l'atmosphère du Soleil, eh bien, elle s'échappe de manière continue. De manière continue, le Soleil perd de la matière. C'est ce que l'on appelle le vent solaire. C'est-à-dire que le plasma s'évapore et remplit tout le milieu interplanétaire, et il vient bien sûr jusqu'au niveau de l'orbite terrestre et beaucoup plus loin, jusqu'au niveau de toutes les planètes du système solaire. Il remplit tout le système solaire. Alors c'est un flux de plasma, c'est un flux qui est très dilué. Au niveau de l'orbite terrestre, il y a environ 5 particules dans un cm3 d'espace. 5 particules, c'est vraiment c'est ce que couramment on appelle le vide absolu. Mais il existe, il y a de la matière partout dans le système solaire. Ce plasma, il est très chaud, sa température c'est le million de degrés, mais comme il est très peu, alors ça peut vous effrayer, le million de degrés, oh là là, c'est affreux. Non, c'est pas affreux du tout, parce que comme il est très dilué, il possède relativement peu d'énergie. Donc vous pouvez mettre un cosmonaute dedans, ça ne changera pas grand-chose, il ne va pas se mettre à cramer. Enfin, on n'a jamais essayé de mettre un cosmonaute dans le vent solaire. Alors, ce vent solaire se propage radialement depuis le Soleil. Il emmène avec lui le champ magnétique du Soleil. Ça, c'est quelque chose que les physiciens savent expliquer. Le champ magnétique et la matière restent liés ensemble, et quand il y en a un qui a envie de bouger, eh bien, l'autre bouge avec. Le champ magnétique peut entraîner la matière, ou la matière peut entraîner le champ magnétique. Au niveau de l'orbite terrestre, la vitesse de ce vent solaire, c'est entre 300 et 1000 km par seconde. 300 si le vent est lent, ou 1000 s'il est vraiment très rapide. Ce qui fait que le temps de propagation entre le moment où le plasma part du Soleil et où il arrive au niveau de l'orbite terrestre, eh bien, il suffit de faire un simple calcul et on s'aperçoit que le temps de propagation, c'est entre 1 journée et demie et 3 jours. Alors ça, c'est très intéressant, comme on va le voir tout à l'heure. Parce que quand il se passe quelque chose à la surface du Soleil et qu'on l'observe, on a un peu de temps sur Terre pour réagir. Entre 1 journée et demie et 3 jours. Alors cette image, c'est une comète. C'est la comète Hale-Bopp que vous avez sûrement vue il y a quelques années, je ne sais plus trop, il y a 5-6 ans maintenant au moins, qui était très très belle dans le ciel il y a quelques années. Et sur cette image, alors, on voit une chose qui est la preuve de l'existence du vent solaire. Et cette preuve, c'est la suivante. Vous avez 2 queues. Une queue blanche, gris-blanc, qui est ce qu'on appelle la queue de poussière. C'est la poussière qui s'évapore du noyau de la comète. Cette queue de poussière, elle est dirigée le long de l'orbite de la comète, tout simplement. Et puis vous avez cette queue légèrement bleutée. Je pense que là, les couleurs ont été un petit peu arrangées. Enfin, vous avez une queue légèrement bleutée qui, elle, est
la partie ionisée de l'atmosphère de la comète. La comète s'évapore, il y a une partie de son atmosphère qui est ionisée, c'est-à-dire que les atomes, on leur a arraché un électron, par des processus de collision sur lesquels je n'entrerai pas dans le détail. Et cette queue ionisée, elle est systématiquement orientée dans une direction qui est la direction antisolaire. C'est-à-dire que ceci, ça prouve qu'il existe, provenant du Soleil, quelque chose qui repousse la queue ionisée de la comète dans la direction antisolaire, dans la direction radiale depuis le Soleil. Et ça prouve qu'il y a de la matière qui s'échappe du vent solaire. Et c'est comme ça, d'ailleurs, c'est par l'observation des comètes qu'on a découvert l'existence du vent solaire, et c'était bien avant qu'il y ait des sondes spatiales qui aillent faire des mesures in situ, localement, dans le vent solaire. C'était dans les années 1950, donc avant l'époque du Spoutnik, etc. Bien, alors ce vent solaire, maintenant, il va arriver sur la Terre. Il arrive près de la Terre. Alors, qu'est-ce qu'il rencontre comme obstacle? Eh bien, ce n'est pas la Terre l'obstacle pour lui, c'est le champ magnétique de la Terre. Alors, le champ magnétique, eh bien, le champ magnétique de la Terre, il est représenté ici, c'est le champ d'un gros aimant, tout simplement. Hein, vous avez tous vu les images de champ magnétique d'un aimant. La Terre, c'est un gros aimant, tout simplement. Alors, sur cet aimant, eh bien, le voici encore, le champ de cet aimant. Vous allez faire arriver le vent solaire sur la gauche. Le vent solaire va arriver sur la gauche de l'image. Et alors à ce moment-là, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Le vent solaire, il va comprimer le champ magnétique. Il le comprime du côté où il arrive, ce qu'on appelle le côté jour de la Terre, le côté du Soleil. Le vent solaire arrive sur la gauche. Et puis au contraire, il l'étire pour former une grande queue du côté opposé au Soleil. Et les lignes de champ magnétique sont extrêmement étirées pour former une longue queue dont la dimension, je ne saurais pas la définir, mais pratiquement c'est un peu comme la queue d'une comète. Voilà à quoi ressemble la Terre en tant qu'obstacle au vent solaire. Alors, voici une image qui représente un petit peu les choses. Vous avez au centre la Terre, vous avez les lignes de champ magnétique du côté Soleil qui sont comprimées, ici. Vous en avez au contraire du côté nuit, du côté opposé au Soleil, qui sont longuement étirées. Alors, du côté nord, de ce côté-ci, le champ magnétique il est dirigé vers la Terre, et puis du côté sud, c'est l'inverse. Il est dirigé vers l'extérieur de la Terre, depuis la Terre. Et puis, dans la partie centrale, eh bien, le champ magnétique s'annule. Alors, pour le champ magnétique s'annule, eh bien, c'est le plasma qui va occuper l'espace. Donc, il va y avoir des particules qui vont s'accumuler ici. Il va y en avoir aussi qui vont rentrer dans cette région qu'on appelle les cornets polaires, qui sont la région de séparation entre les lignes de champ magnétique qui se ferment du côté jour et séparation avec les lignes de champ magnétique qui s'allongent du côté nuit. Voilà une image un peu simplifiée de la magnétosphère, avec donc ce que je viens de dire, une couche de plasma dans la queue de... Alors cette grosse figure-là, cette grosse image, ça s'appelle une magnétosphère. Bon, c'est le mot consacré, peu importe. En tout cas, dans la queue de la magnétosphère, vous avez une zone où le plasma va s'accumuler, et puis vous avez une deuxième zone, comme j'ai dit, où le plasma peut également entrer, c'est ce qu'on appelle les cornets polaires. Alors, phénomène supplémentaire, dont il faut dire aussi un mot, c'est la reconnexion magnétique. Alors la reconnexion magnétique, c'est un grand mot pour dire quelque chose de très simple, c'est que entre la partie nord de la queue, entre la partie nord de la queue de la magnétosphère et la partie sud, les lignes de champ magnétique, elles vont avoir tendance à se resserrer, à se pincer. Alors, le petit schéma de droite vous indique ce qui se passe. Vous voyez, du côté nord, le plasma va descendre vers le bas. Du côté sud, il va monter vers le haut. Il va y avoir un pincement et les lignes de champ magnétique
vont se raccorder comme ceci. Et le plasma qui est dans ces régions-là va lui être accéléré et entraîné de ce côté-ci vers la Terre ou de ce côté-ci vers l'extérieur. Alors, on va voir ça d'une façon un petit peu plus imagée. Là, on est dans des choses difficiles, hein, donc si vous avez du mal, vous me le dites. Là, je vais sauter. Et on va regarder là sur cette image ce qui se passe lorsque on va suivre le plasma qui s'échappe du Soleil et qui vient vers la Terre. Donc, vous voyez le plasma qui s'échappe du Soleil. On le voit. On va prendre un peu de recul. Et le plasma qui arrive vers la Terre, près de la magnétosphère. Il s'écoule sur les bords. Il va atteindre le niveau de la queue. Il va resserrer les lignes de champ magnétique de la queue. C'est la reconnexion dont je parlais tout à l'heure. Et à ce moment-là, le plasma est injecté vers la Terre. Et vous créez, tout simplement, vous avez ce plasma qui contient bien sûr des électrons avec des énergies de l'ordre d'une dizaine de kiloélectronvolts qui vont descendre dans l'atmosphère et il va se produire le processus dont je parlais tout à l'heure, collision avec les atomes de l'atmosphère pour créer l'aurore. Vous avez compris ça? Ouais? Alors, j'aime bien cette image parce qu'elle est très suggestive, alors je vais vous la rejouer. Donc le plasma qui s'échappe du Soleil à grande vitesse. Alors ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en arrivant sur la Terre, le vent solaire il est supersonique, et donc il y a devant la magnétosphère, il y a ce qu'on appelle une onde de choc qui se crée. C'est exactement comme quand vous avez un avion supersonique, vous avez le ventre de l'avion supersonique, c'est dû à une onde de choc qui se forme à l'avant du nez de l'avion. Bien, sur la magnétosphère, c'est pareil. Donc, voilà, nous avons vu, pendant que je parlais, on a vu à nouveau l'aurore se former. Alors ça, ce que je viens de vous raconter, c'est quand le Soleil est calme. Quand le Soleil est actif, eh bien c'est un peu la même chose, mais en beaucoup plus violent. Alors, dans l'activité solaire, il y a effectivement deux phénomènes importants. Il y a ce qu'on appelle les éruptions, c'est-à-dire des émissions de rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire de rayonnement X. C'est comme de la lumière, hein, mais beaucoup plus énergique, à des longueurs d'onde beaucoup plus courtes, donc des rayonnements qui contiennent beaucoup plus d'énergie et donc beaucoup plus dangereux pour l'homme, en tout cas. Ça, c'est une première chose. Et il y a en même temps éjection de la matière qui vient de la surface du Soleil, ce qu'on appelle de la matière coronale. Ces éjections de matière coronale, vous voyez, le mot est difficile à dire, c'est pour ça que je préfère utiliser le sigle anglais de CME, Coronal Mass Ejections. Alors les CME, ce sont tout simplement des blocs de plasma qui s'échappent du Soleil et qui sont entraînés par le vent solaire et qui eux aussi, bien sûr, vont venir jusqu'à l'orbite de la Terre. Alors c'est une intensification du vent solaire, comme on l'a dit tout à l'heure, 1 à 3 jours pour venir jusqu'à la Terre. Alors voilà un exemple de matière coronale qui s'échappe du Soleil. Alors on va la voir se propager dans le milieu interplanétaire. Cette matière coronale, c'est un petit film de la NASA. Alors c'est la même image, c'est le même événement que tout à l'heure. Vous voyez cette matière qui s'échappe. Alors il faut excuser la NASA parce qu'ils nous prennent un peu pour des imbéciles et ils nous répètent au moins 5 fois le même phénomène, de peur qu'on n'ait pas compris. Donc vous voyez cette matière qui s'échappe. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on va prendre de plus en plus du recul par rapport au Soleil et on va voir cette matière s'éloigner du Soleil de plus en plus. Donc là, ce sont des images directes du Soleil. Alors, il y en a une partie de cette matière qui retombe, bien sûr, parce qu'il y a quand même le champ gravitationnel du Soleil. Voilà, on prend un peu de recul.
on revoit le même phénomène. Et sur les images suivantes, alors, à ce moment-là, on aura caché le disque solaire et on verra la matière se propager dans le milieu interplanétaire, au-delà du Soleil. Vous voyez l'explosion, alors c'est accéléré bien sûr, hein. Vous voyez ce bloc de plasma qui s'échappe du Soleil, là sur le côté gauche. On va prendre un peu plus de recul avec un autre coronographe, et vous voyez cette bulle qui part dans le milieu interplanétaire. Ben voilà. Et même, ils ont... Alors, il y avait un deuxième satellite, là, pour observer, qui était de l'autre côté du Soleil, et qui a vu aussi la matière s'échapper, mais alors là, pour lui, c'était de l'autre côté. Donc, voilà, ça part du côté droit cette fois, parce que c'est une image qui est prise par un satellite qui était derrière le Soleil par rapport à nous. Donc, cette matière qui part qui va arriver, qui part du Soleil et qui va arriver vers la Terre, bon, voilà, le film est fini. Donc, voilà un exemple de CME. Hein. Vous voyez ce bloc de plasma qui est en train de s'échapper du Soleil. On voit là un autre qui est bien plus spectaculaire, tout simplement parce que on a rajouté ici la petite cercle bleu. C'est tout simplement la Terre. On a mis une image de la Terre à la même échelle. Donc vous voyez ce bloc de plasma qui va arriver sur la Terre et qui va bien sûr entrer en collision avec la magnétosphère. Donc c'est dans ces événements-là qu'on a des aurores extrêmement intenses, bien évidemment. Alors ce type d'événements, bien sûr, ils sont d'autant plus fréquents qu'on est dans une période de forte activité solaire, comme vous vous en doutez. En voilà un autre. Alors comment est-ce qu'on peut prévoir tout ça? Alors c'est très simple. Eh bien, les événements de type électromagnétique, c'est-à-dire tout ce qui est lumière, rayonnement X ou rayonnement gamma provenant du Soleil, ça met 8 minutes à nous parvenir du Soleil, on ne peut rien faire que de les observer une fois qu'ils se sont produits, bien évidemment. Les éjections de matière coronale, les CME, elles mettent entre une journée et demie et 3 jours à venir à la Terre. Donc, si on observe quelque chose au niveau du Soleil, c'est bien, on a le temps de réagir. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant. C'est que si vous regardez le petit schéma qui est en bas, entre le Soleil et la Terre, il existe un point qu'on appelle le point L1, qui est un point très particulier. C'est-à-dire que si vous placez un observateur en ce point L1 et que vous lui donnez la bonne vitesse, il va tourner autour du Soleil avec la même vitesse angulaire que la Terre. Ce qui fait que les 3 points Terre, L1 et Soleil seront toujours alignés. Donc un observateur qui est placé en L1, il sera parfaitement situé pour observer tout ce qui nous arrive à nous. Alors, vous allez me dire, mais c'est bizarre parce que les planètes, plus elles sont éloignées de la Terre, moins elles tournent vite. Donc là, un satellite qu'on place au point L1, il devrait tourner plus vite que la Terre. C'est vrai, mais si on tient compte du fait que l'attraction gravitationnelle qui s'exerce sur ce satellite, qui est principalement celle du Soleil, elle est modifiée par l'attraction qu'exerce la Terre. Et donc, tout se passe pour ce satellite qui est placé au point L1 comme s'il subissait une attraction gravitationnelle plus faible que l'attraction normale. Et donc, il va tourner moins vite qu'il tournerait normalement s'il était tout seul, s'il n'y avait pas la Terre. Et bien sûr, la position du point L1 est calculée pour que la Terre et le satellite placé en L1 tournent avec la même vitesse angulaire. Alors à ce moment-là, tout ce qu'on observe en L1, eh bien, on a grosso modo une demi-heure avant que ça arrive sur Terre. Donc on peut réagir sur Terre dans la demi-heure. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On peut faire beaucoup de choses en une demi-heure.
Alors, voilà ce que l'on peut faire, par exemple. Cette carte, c'est une carte qui est la prévision des aurores pour la date, c'est le 6 juin 2016. Ça vous dit quelque chose? C'est aujourd'hui, c'était à 7h50 en temps universel ce matin. Cette carte a été publiée par un organisme américain qui s'appelle la NOAA, et elle publie ce genre de cartes régulièrement. Elle réactualise ces cartes toutes les 5 ou 10 minutes. Vous pouvez aller les trouver sur le site internet de la NOAA. Alors cette carte, eh bien, elle vous montre la zone où on peut observer des aurores. Alors ce matin à 7h, eh bien, vous voyez, c'était le sud du Canada, la frontière Canada-États-Unis à peu près, où on pouvait observer, c'était la nuit, et où on pouvait observer des aurores. Alors bien sûr, à une condition, c'est qu'il fasse nuit. Le problème, alors vous voyez que la ligne jour-nuit, elle est ici à peu près, c'est la séparation entre la partie noire de la carte et la partie bleue. Donc la voici, la ligne jour-nuit, elle est à peu près ici. Donc la majeure partie de l'aurore se trouvait quand même dans la nuit, mais une partie, cette partie-là à droite, par exemple, sur l'Islande et sur le sud du Groenland, était dans le jour, donc on ne pouvait pas observer. Donc si vous êtes un chasseur d'aurore, eh bien vous allez aller sur le site de la NOAA et vous allez aller chercher ce genre de carte. Alors ça, c'est la prévision faite à partir de mesures au point L1 dans la demi-heure. Alors ça, c'était une prévision beaucoup plus ancienne qui date du mois de février. Là, vous voyez que l'hémisphère nord était dans la nuit, donc c'était beaucoup plus intéressant pour les observateurs. Alors, on peut aussi faire des prévisions à un peu plus long terme, et là, ce sont des prévisions à 3 jours. Alors, 3 jours, c'est à partir d'observations directes au niveau du Soleil. Alors, c'est un indice, cet indice KP, ou indice K, comme on l'appelle quelquefois, qui est un indice compris entre 0 et 9, et qui est publié sur des durées de 3 jours. Alors ici, c'est cet indice KP sur les journées du 4, 5 et 6 juin. Vous voyez qu'aujourd'hui, journée du 6 juin, cet indice K était avec une valeur moyenne, disons, entre 4 et 6. Alors ce sont des prévisions, bien sûr. Les jours précédents, il était beaucoup plus calme. Et en fonction de la valeur de cet indice, eh bien, on peut se reporter à ce genre de charte qui vous indique la limite sud de l'aurore en fonction de la valeur de l'indice KP. Vous voyez par exemple qu'aujourd'hui, avec un indice KP de l'ordre de 5-6, eh bien, on a des chances de voir des aurores apparaître dans le sud de la Scandinavie, le nord du Danemark, au niveau de l'Écosse, etc. Quand l'indice K est de l'ordre de 2 ou 3, il faut monter dans le nord de la Scandinavie pour voir quelque chose. Alors bien sûr, l'indice est plus souvent de l'ordre de 2 ou 3, surtout en période de faible activité solaire comme en ce moment. Il est plus souvent de l'ordre de 2 ou 3 que de l'ordre de 6. Si vous voulez observer des aurores en France maintenant, eh bien vous voyez que pour les observer à Paris, grosso modo, il faut avoir un indice K de l'ordre au moins de 8. Sinon, vous n'avez aucune chance de voir des aurores en Europe continentale. Donc voilà, là ce sont les prévisions d'indice K pour les 3 jours, aujourd'hui, demain et après-demain. Aujourd'hui, on avait donc des prévisions d'indice, un indice assez élevé, 5 en début de journée, puis qui décroît. Maintenant, il est plutôt de l'ordre de 3. Et vous voyez que demain, eh bien, ça continue à décroître et on va pour après-demain vers des situations extrêmement calmes. Donc aucune chance, malheureusement, d'observer une aurore à Arzens dans ces jours-ci. Bon, alors, je crois que je vous ai dit à peu près tout sur les aurores terrestres. Je dirais juste un tout petit mot
avant de terminer, 2 ou 3 petits mots quand même, si vous n'êtes pas trop fatigué. Un mot sur ce qu'on appelle la météorologie de l'espace. Parce que les aurores, bien sûr, c'est un des marqueurs de l'activité du Soleil, mais il y a beaucoup d'autres phénomènes qui sont dépendants de l'activité solaire, et des phénomènes très concrets, très, très pratiques, parce que tout ce qui concerne maintenant le milieu spatial concerne très largement notre vie quotidienne. Alors, je ne détaillerai pas, bien sûr, cette météorologie de l'espace, mais l'activité solaire, elle peut jouer sur la durée de vie des satellites. Vous pouvez avoir des décharges électriques à l'intérieur des satellites qui vont les faire mourir. Vous pouvez avoir des quantités de pannes, en particulier d'électronique, par des particules très énergiques qui sont capables de pénétrer à l'intérieur des équipements électroniques. Bien sûr, les sorties de spationautes sont très fortement contrôlées en fonction de l'activité solaire. Cette activité solaire, elle fait circuler des courants électriques dans l'ionosphère, des courants extrêmement intenses, et donc ces courants électriques peuvent induire, ce sont des courants qui sont variables, donc qui par induction vont induire des courants dans l'écorce terrestre, au niveau du sol, et l'exemple que l'on cite toujours, c'est des courants induits par l'activité aurorale dans des lignes électriques, des lignes à haute tension de très grande dimension sur le nord du continent américain, et c'est en 1989 qu'il y a eu une énorme panne électrique parce que le réseau électrique qui dépendait des centrales d'Hydro-Québec. Dans le Québec, il y a d'énormes centrales hydroélectriques qui alimentent toute la partie nord-est du continent américain. Et vous avez eu en 1989 une énorme panne qui a concerné tout le nord-est américain jusqu'à New York pendant plusieurs heures. Donc ça, ce sont des événements extrêmement, extrêmement graves dont il faut se prémunir. Alors il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, des effets de cette météorologie spatiale, météorologie de l'espace, pardon. Donc ça serait le sujet d'un séminaire entier, d'une conférence entière, donc je ne veux pas détailler. Je voudrais juste maintenant dire un tout petit autre chose aussi. Maintenant que vous avez tout compris, vous savez que pour créer des aurores, il y a différents ingrédients qui sont nécessaires, c'est-à-dire il faut des flux de particules venant du Soleil, il faut une planète qui possède un champ magnétique et qui possède une atmosphère. Eh bien, des planètes qui répondent à ces critères, il y en a bien sûr d'autres que la Terre, donc on peut s'attendre à avoir des aurores dessus. Jupiter, Saturne, Uranus. Alors, allons-y. Voici des aurores à la surface au niveau des pôles de Jupiter, nord et sud. Voilà une image du pôle nord de Jupiter. Je crois que c'est une image du satellite Hubble comme la précédente. Donc vous voyez la zone aurorale de Jupiter ici. Et alors on dit en plus, ici vous avez une petite zone d'aurore aussi. Alors c'est tout simplement le pied, ce qu'on appelle le pied de la ligne de champ magnétique qui passe par un des satellites de Jupiter. Io est un satellite qui orbite à l'intérieur de la magnétosphère de Jupiter, et donc il induit des flux de particules qui descendent le long des lignes de champ magnétique, exactement comme on l'a vu dans le cas de la Terre, au moment où il y avait reconnexion. Et donc il y a des aurores qui se produisent au pied de la ligne de champ magnétique sur laquelle se trouve à plus haute altitude le satellite Io, ou il y a aussi le satellite Europa, le satellite Ganymède, les différents satellites de Jupiter qui créent leur propre aurore. Voilà Saturne avec ses aurores, et ses anneaux bien sûr, ça, tout le monde connaît les anneaux de Saturne. Voici une série de 3 images superposées de Saturne avec, vous voyez, des aurores, ce sont des images qui sont prises séparées chacune par 48 heures, et vous voyez que l'aurore évolue beaucoup, bien sûr, comme sur la Terre, en fonction de l'activité solaire. Les aurores sur Jupiter, sur Saturne répondent à l'intensification de l'activité solaire.
Voilà encore une image des aurores de Saturne. Uranus, alors elles sont très très faibles, ce sont ces petits points blancs que l'on voit au voisinage des pôles. Alors en plus le champ magnétique d'Uranus est assez compliqué, donc on ne va pas entrer dans les détails. Alors on peut même aller plus loin et on se dit pourquoi pas rechercher dans les planètes extrasolaires. Vous savez que c'est un sujet à la mode de rechercher des planètes hors du système solaire, et une des idées c'est de détecter des émissions radio qui sont associées à la création d'aurores. Parce que les électrons qui sont responsables de l'aurore, bien sûr, ils sont responsables de pas mal d'autres choses, et en particulier des émissions radio. La Terre est un très gros émetteur radio, Jupiter aussi, dans des longueurs d'onde. Alors, pour la Terre, ce sont des longueurs d'onde qui sont de l'ordre du kilomètre. Pour Jupiter, où le champ magnétique est plus intense, ce sont des longueurs d'onde plus courtes, de l'ordre de la centaine, entre la dizaine et la centaine de mètres. Donc ces ondes radio, ben, si on a des planètes extrasolaires qui en émettent, ça sera une indication, d'abord qu'elles ont un champ magnétique, et qu'il y a très probablement des phénomènes d'aurore à bord sur ces planètes. Alors, eh bien, il existe actuellement des tentatives. Il existe un système qui s'appelle LOFAR, LOFAR qui veut dire Low Frequency Array, un réseau basse fréquence, qui est un réseau européen avec des installations installées un petit peu partout. Toutes les données sont centralisées aux Pays-Bas, qui est le principal pays organisateur de cette expérience LOFAR, et la France bien sûr y participe, et vous avez ici à droite une image qui est le réseau de mesure qui est installé à la station de radioastronomie de Nançay, que vous connaissez probablement au moins de nom, qui est une station de radioastronomie située en Sologne, au sud d'Orléans. Voilà, et bien j'ai presque fini, sauf que c'est l'été dernier est apparu un petit entrefilet dans le monde qui justement mentionnait l'existence d'aurores boréales extraterrestres. Alors je ne sais pas si ce sont des vraies observations, je n'ai pas eu de confirmation depuis, mais je l'ai relevé parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusé dans cet article, c'est ce que j'ai encadré, que vous pouvez lire. Ces irisations du ciel sont le fruit de l'interaction entre le champ magnétique des planètes et des particules envoyées par le Soleil. On est tous d'accord avec ça, c'est très bien rédigé. Mais la suite va chauffer les oreilles, ce qui échauffe les hautes couches atmosphériques et les fait briller. Alors là, j'ai trouvé que c'était, pour un journal aussi sérieux que Le Monde, ça m'a fait penser à un cireur de chaussures. J'ai trouvé que c'était pas très scientifique. Et donc, voilà, je voulais le signaler. Bon, je suis méchant avec ce journal que j'apprécie beaucoup par ailleurs. Alors, cette fois, je vais vraiment conclure, juste en vous montrant quelques images des deux événements qui ont été observés au cours de l'année passée. C'est en 2015. Alors le premier, c'était au mois de mars, et il a été observé. Vous voyez, ce que j'ai dit au début, on est revenu dans le rouge. Aurore rouge, ici c'est en Lorraine, le même événement dans le nord de la France, au Cap Blanc-Nez, très belle aurore rouge. Le même événement vu en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre, et le même événement vu sur la côte nord de la Bretagne. Alors attention, il y a un phare en même temps. Le photographe s'est fait plaisir, l'aurore est à gauche. Alors le second événement, il a été observé lui au mois de juin, donc vous voyez, à cette période. Alors ça c'est intéressant à noter parce que si vous êtes en Scandinavie, au mois de juin, des aurores, vous pouvez toujours les attendre, il fait jour. Avec le soleil de minuit, vous ne les verrez pas. Quand il y a des événements intenses, ils descendent à moyenne latitude, ils descendent à longue latitude, et chez nous, il y a la nuit, même au mois de juin. Donc c'est plus facile de voir une aurore en France au mois de juin que de la voir en Laponie. Bon ben voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, je suis prêt à répondre.
voudrais vous poser des questions sur les rapports qu'il pourrait y avoir entre une aurore boréale et le rayon vert qu'on observe en mer à certaines périodes au moment du coucher du soleil. Est-ce qu'il y a un rapport quelconque? Aucun. Aucun? Aucun, parce que le rayon vert, c'est un simple phénomène optique qui est lié à la réfraction, à la différence de réfraction des différentes longueurs d'onde dans l'atmosphère terrestre. Donc ce fameux rayon vert, son origine, je ne l'ai jamais vu hein, personnellement, parce qu'il est très difficile à observer, mais oui, c'est tout simplement le fait que la composante verte de la lumière solaire est réfractée différemment par l'atmosphère de la Terre, et que donc on peut l'apercevoir, elle, prioritairement par rapport aux autres longueurs d'onde. Là, l'aurore boréale, elle arrive directement du dessus, elle est liée à des précipitations, à des électrons, à des particules, à de la matière qui descend dans la magnétosphère le long des lignes de champ magnétique, et c'est donc totalement différent, c'est pas du tout aux mêmes heures, c'est pas du tout dans les mêmes circonstances. Alors ce que j'ai oublié de dire quand même, si vous voulez observer des aurores, choisissez un jour, bien sûr, où le ciel n'est pas couvert, choisissez la bonne période du cycle solaire, choisissez aussi la bonne période par rapport à la Lune, c'est-à-dire que quand vous avez la pleine Lune, c'est plus difficile à observer, mais c'est moins spectaculaire. Donc si vous allez faire un tour en Scandinavie, choisissez bien votre période. En fait, sur Jupiter, Saturne et Uranus, elles n'ont pas d'atmosphère. Vous avez dit que pour qu'il y ait une aurore boréale, il faut qu'il y ait une atmosphère. Ben, qui t'a dit qu'il n'y avait pas d'atmosphère sur Jupiter? Vénus, la Terre et Mars, je connais qu'il y aurait une atmosphère. Ah ben tu apprendras ce soir que Jupiter, Saturne ont également une atmosphère très dense, même beaucoup plus dense que la Terre. Tu sais, pour qu'une planète ait une atmosphère, il faut qu'elle soit pas trop près du Soleil, parce que sinon il fait trop chaud et puis l'atmosphère s'évapore, et il faut qu'elle soit grosse, parce que plus elle est grosse, plus la pesanteur est importante, et donc plus la planète est capable de retenir le gaz qui est autour. Alors, des planètes qui sont loin du Soleil et qui sont beaucoup plus grosses que la Terre, Jupiter, Saturne, elles ont une très grosse atmosphère. Alors, c'est pas la même composition que la Terre, mais si, détrompe-toi. Tu comprends ça? Tu réfléchiras. Peut-être même qu'il pas. Il me semble qu'on a vu au début qu'une aurore pouvait durer de l'ordre de 2 à 3 heures, enfin quelques heures. Est-ce que c'est une durée typique ou ça peut être très variable? C'est très variable, ça peut durer toute la nuit, mais alors en changeant complètement de forme, etc. Et lorsque vous avez une arrivée de plasma au niveau de la magnétosphère terrestre, ces paquets de plasma peuvent mettre plusieurs jours à s'écouler. Donc, quand vous avez de l'activité aurorale, sur des gros événements en particulier, ça dure au moins 2 à 3 jours. Et bien sûr, avec une variabilité extrêmement grande. Je vais en Bretagne la semaine prochaine. Votre indice capé, ça m'intéresse beaucoup. Mais apparemment, sur votre tableau, ça ne va pas très loin, la prévision. Non, parce que je suis désolé, mais comme j'ai dit, le vent solaire met maximum 3 jours à venir jusqu'à la Terre. Donc, planifier des vacances par période de 3 jours. Y a-t-il une adresse internet ainsi qu'on puisse consulter justement pour pouvoir Alors, réagir? oui, bien sûr. Si vous avez
Bon, vous avez tous un bon moteur de recherche. Vous allez sur Google et puis vous tapez comme mot-clé vous tapez NOAA, ce qui veut dire National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, et vous tapez, vous rajoutez comme mot-clé Space Weather, c'est-à-dire, ça veut dire météorologie de l'espace, Space Weather et NOAA. Et là, vous tombez immédiatement sur le site de la NOAA où vous verrez tous les documents que je vous ai montrés sur les diapos de prévisionnisme. Vous les trouverez sans aucun problème, et vous les copiez, vous les téléchargez, c'est du domaine public. Quel serait l'effet du vent solaire sur, par exemple, des astronautes qui se rendraient sur la planète Mars pendant des mois, qui séjourneraient dans leur capsule, qui ensuite séjourneraient sur la planète, ensuite reviendraient vers la Terre? Est-ce qu'il y a un danger de ce vent solaire pour eux, alors qu'ils sont même à l'intérieur de la capsule? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a une parade? Alors, le vent solaire en tant que flux de matière, c'est-à-dire un plasma formé principalement de protons et d'électrons, c'est pas quelque chose d'extrêmement dangereux. Comme j'ai dit, il est très chaud, mais comme il est très dilué, ce n'est pas un problème. Surtout si vos astronautes sont enfermés dans un véhicule, il n'y a aucun problème. Par contre, ce qui est dangereux pour eux, ce sont le rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire le rayonnement X et les rayonnements gamma, qui sont émis avec de très fortes intensités en période d'éruption solaire. Alors il est certain que sur un voyage vers Mars, par exemple, qui va durer quand même plusieurs mois, la probabilité d'éruption solaire, elle est très grande. Donc il faut qu'il soit protégé contre ces rayonnements. Le rayonnement X, c'est le même que celui que vous avez dans un appareil de radiothérapie. Et le rayonnement gamma, c'est bien pire. Donc il faut s'en protéger. Sur Terre, on est protégé par l'atmosphère. Tous ces rayonnements sont arrêtés sont d'abord déviés par le champ magnétique, donc il n'y en a qu'une faible partie qui arrive sur la Terre. Je parle non, je dis des bêtises là. Je dis une bêtise, pardon. Ça arrive directement sur la Terre, mais ils sont stoppés, ces rayonnements sont stoppés par l'atmosphère. Et ceux qui arrivent sur Terre, au niveau de la Terre, au niveau du sol, c'est extrêmement peu. Pour des cosmonautes, pour des astronautes, c'est beaucoup plus contraignant. Et une station installée sur la planète devrait, elle aussi, bien sûr, être protégée contre ces rayonnements. Ça, par exemple, les spationautes ne font jamais de sortie en période de forte activité solaire. Et vous avez peut-être remarqué que la station spatiale, elle est sur une orbite qui ne va pas dans les régions polaires. La station spatiale reste à moyenne latitude, mais ne va pas dans les régions polaires parce que ces régions-là sont beaucoup plus exposées à des flux de particules, par exemple, des flux de particules intenses, très énergiques venant du Soleil. Mais comment vous protégez la capsule qui va sur la planète Mars contre ces rayons X et gamma? Par des absorbants. Les absorbants, c'est de la matière. Et c'est un problème. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste des voyages spatiaux, donc je parle avec beaucoup de prudence, mais les parties, si vous voulez, quand on parle des rayonnements, il faut faire très attention, parce qu'il y a des rayonnements particuliers, il y a du rayonnement électromagnétique. L'un comme l'autre, il faut regarder les gammes d'énergie des particules ou des photons. Des photons UV, c'est méchant mais pas trop. Des photons X, c'est beaucoup plus méchant.
des photons gamma, c'est horriblement méchant. Ça traverse tout, ça traverse n'importe quelle matière. Donc plus les rayonnements sont énergétiques, plus la protection est difficile à mettre en œuvre. Difficile et lourde. Mais il n'y a pas d'autre méthode. Hein. Il n'y a pas d'autre méthode, on ne peut pas les éviter en se penchant un coup à droite, un coup à gauche. Hein.